Et notre invité, l'invité de l'Interview Écho ce soir, Pierre Moscovici, le commissaire européen chargé des affaires économiques. Bonsoir. Bonsoir. Volkswagen a donc triché, des millions de voitures ont été trafiquées. La Commission européenne savait que certains constructeurs truquaient les résultats des tests de pollution et elle a laissé faire. À quoi sert la Commission ? Non, ne mettez pas du tout la Commission en cause dans cette affaire. La Commission européenne a une tâche, une mission qui est de veiller précisément à la qualité des émissions des véhicules européens. C'est pour ça qu'elle a fait des propositions législatives, sans arrêt d'ailleurs plus fermes, et qui, théoriquement, sont mises en œuvre. Alors maintenant, il y a cette affaire Volkswagen. Je viens d'Allemagne, j'y étais hier après-midi et ce matin. J'ai rencontré beaucoup de personnalités du monde politique et du monde académique aussi, et je sens qu'il y a une émotion en Allemagne. La réponse, qu'est-ce que c'est ? C'est transparence et crédibilité. C'est de faire en sorte qu'on puisse coopérer avec Volkswagen, que Volkswagen coopère avec les autorités américaines, qu'il y ait des enquêtes administratives qui soient diligentées par les États membres. La France y pense, et que tout cela remonte vers la Commission. Mais non, la Commission, elle est au centre du jeu, et sa préoccupation et elle a sur la table depuis 2 ans un rapport qui lui signale des écarts entre les tests et la réalité. Est et a toujours été, ne faites pas cette polémique, de faire en sorte de Ce veiller... sont les faits. Écoutez, moi je n'ai pas vu ce rapport, et le commissaire en charge aura sûrement expliqué cela, mais non, la Commission n'est pas en cause. La Commission, au contraire, veille à la qualité des émissions. Avec un succès mitigé. Des millions de voitures truquées en circulation. Vous savez, je pense que par rapport à ça, les procès d'intention ne servent à rien. Maintenant, il faut les faits. Et encore une fois, je le répète, transparence, crédibilité. Qu'est-ce qu'on va demander à Volkswagen maintenant ? De savoir ce qui s'est passé de manière précise, qui sont les responsables, qu'est-ce qui s'est passé sur tel et tel véhicule, et de faire en sorte que cela ne puisse jamais se reproduire. Et que cela doit servir aussi d'exemple à d'autres. Exemple encore, d'après lemonde.fr, à Bruxelles, le groupe Volkswagen emploie pas moins de 43 lobbyistes, Pierre Moscovici. Écoutez, je ne vais pas... Est-ce que c'est eux qui font la loi à Bruxelles aujourd'hui ? Je ne suis pas le commissaire chargé de l'environnement. Vous êtes au cœur du système, vous les voyez. Les lobbyistes existent et ils sont là pour faire valoir les intérêts de certaines professions. Tout ça est maintenant très réglementé. La profession a un registre. Tous les commissaires qui reçoivent des lobbies doivent le signaler. Notre agenda est public. Vous savez, franchement, si tout le monde était aussi transparent et rigoureux dans son fonctionnement que la Commission européenne, dans tous les États de l'Union européenne, même dans des États que je connais bien, tout irait bien. Donc pas de leçon à tirer pour la Commission de ce scandale Volkswagen. Mais on continue. La seule. Mais franchement, je ne vois pas ce ton polémique, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. La Commission veille et veillera à la qualité des émissions. La Commission souhaite la transparence. La Commission encourage Volkswagen à coopérer avec les autorités américaines. La Commission a demandé aux États membres de diligenter des enquêtes administratives. Il faut qu'elles reviennent, ces autorités des États membres, vers la Commission européenne qui en tirera, croyez-le, toutes les leçons. La Commission traite en ce moment un sujet majeur, on en parle beaucoup, c'est cette crise migratoire, ces centaines de milliers de personnes qui continuent à arriver en Europe. Tout à l'heure, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, a souhaité bienvenue aux réfugiés. Est-ce que vous leur dites aussi bienvenue, Pierre Moscovici ? Mais bien sûr, parce que c'est la position de la Commission, parce que c'est aussi le sens des décisions très concrètes, très opérationnelles qui ont été prises il y a une semaine par le Conseil européen dans des conditions certes pas faciles. Grande tension Ça entre ne les veut pays pas membres. dire qu'il faut, comme on dit, accueillir tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut être capable de ne pas distinguer entre ceux qui sont réfugiés, c'est-à-dire ceux qui fuient des persécutions, des massacres, des régimes autoritaires où leur vie est en danger, et des migrants économiques. Donc il faut être capable de faire ces distinctions. Il ne s'agit pas d'avoir des frontières qui sont ouvertes à tout le monde. Il faut d'abord protéger nos frontières. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'on renforce les instances qui sont chargées de ça. On les appelle Frontex, on les appelle Europol. C'est la raison pour laquelle il faut coopérer avec des pays tiers qui peuvent accueillir eux-mêmes, avec la Turquie, avec la Jordanie, avec d'autres, avec le Liban, et qui peuvent accueillir des migrants. Il faut les aider à faire cela. Donc il ne s'agit pas d'avoir une Europe qui soit une Europe passoire. Mais quand quelqu'un, un homme ou une femme, fuit un régime qui veut sa peau, qui veut le tuer, et qu'il se tourne vers l'Europe, qui a les capacités d'accueillir, alors oui, celui-là ou celle-là, nous devons leur dire bienvenue. Vous savez, ça, c'est une question. Est-ce que l'Europe a les capacités d'accueillir aujourd'hui plus de réfugiés, capacités économiques. De quoi parle-t-on ? On parle, je sais que c'est une crise considérable, qui d'ailleurs interroge sur nos valeurs et qui pose des problèmes, y compris en termes de conception de l'Europe. Je vais en prendre une. Est-ce que l'Europe est multiculturelle, comme on dit, ou est-ce qu'elle est chrétienne ? Certains, dans l'Europe de l'Est, disent l'Europe est chrétienne, autrement dit, nous n'accueillerons que des chrétiens.
Je sais qu'il y a une majorité de la population qui est d'origine chrétienne en Europe. Mais ça ne signifie pas pour autant que quand on accueille un réfugié, on va lui demander sa religion. C'est d'ailleurs pas ce que fait le pape. On accueille des êtres humains. Et si vous voulez, tout ça, ça nous appelle d'une part à un raisonnement de valeur, d'autre part à des politiques publiques d'intégration de ces réfugiés, et puis troisièmement, une réflexion aussi économique sur ce que ça représente. Et c'est le sens de ma question. On a les moyens aujourd'hui. Et vous me demandez si on peut accueillir. Aujourd'hui, c'est 0,11% de la population européenne dont il s'agit, et ça dépend des pays. J'étais encore une fois en Allemagne hier. L'Allemagne a un besoin de main-d'œuvre. L'Allemagne a aussi des problèmes démographiques que, par exemple, la France n'a pas. Elle a des capacités d'accueil, du coup, que la France n'a pas. Mais encore une fois, il s'agit de politique publique d'intégration, parce que derrière ça, oui, moi je pense que ces migrants peuvent être une opportunité. Ce sont des hommes et des femmes qui vont travailler ici et qui vont consommer ici et qui parfois vont venir combler des besoins de main-d'œuvre que d'autres ne remplissent pas. Mais encore faut-il que les compétences qui sont les leurs puissent coller avec justement ces besoins en matière de travail. Mais au final, sur le plan économique, je comprends aussi l'émotion et je ne veux pas sembler dire bienvenue à tout le monde dans toutes les conditions pour qui que ce soit, mais au final, sur le plan économique, il y aura sans doute des coûts budgétaires à court terme, mais il y aura des opportunités économiques à moyen terme. Est-ce que la réduction du déficit public est encore une priorité face à ce défi majeur ? Mais bien sûr, c'est, je dirais, quelque chose qui est totalement disjoint. Nous avons besoin... pas déconnecté de l'ampleur de ce défi-là. D'abord, ce défi, il faudra le mesurer sur le plan économique. Et je parlais encore une fois de 0,11% de la population européenne. Ce sont des milliards d'euros, peut-être dizaines de milliards d'euros. Mais vous savez, quand on regarde ce que sont les déficits et ce que sont nos PIB, non, c'est sans comparaison. Pourquoi faut-il réduire les déficits? Tout simplement parce qu'il faut éviter que nos économies s'endettent. Pour la Commission européenne, la clé de la croissance, c'est réduction des déficits, mais dans des proportions qui soient raisonnables, sans être hostile à la croissance. C'est deux, des réformes qui permettent de muscler nos économies, notamment des réformes du marché du travail qui sont incontournable face au chômage. Je pense qu'Emmanuel Macron va être content de vous entendre. C'est l'investissement, parce que c'est ça notre principal problème. Une économie qui n'investit pas ne prépare pas son avenir, et l'économie européenne a besoin d'investir. C'est pour ça que la Commission européenne a proposé ce plan Juncker de 315 milliards d'euros, qui est aussi une opportunité pour notre avenir. J'ai cité le nom d'Emmanuel Macron. Toute dernière question. Évidemment, vous entendez comme nous les déclarations du ministre de l'économie sur l'État, sur les fonctionnaires, sur l'État qui a pris trop de place. Il a raison? Écoutez, moi, je ne sais pas commenter ce que pense Emmanuel Macron. C'est utile. La seule chose qui m'intéresse dans ce que fait Emmanuel Macron, c'est pas ce qu'il dit. Par exemple, moi, j'ai été un élu du peuple et je trouve ça formidable. Je pense que c'est quand même. Il considère que c'est un cursus d'un ancien temps, être élu. Et ça reste encore pour moi le plus beau des cursus et la meilleure manière d'exercer des responsabilités parce qu'on connaît le terrain, on est prêt. Mais ce qui m'intéresse chez Emmanuel Macron, c'est autre chose. C'est ce qu'il fait. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est un ministre de l'économie qui est utile à l'économie française et que les réformes qu'il pousse, ces réformes sont des réformes qui permettent à l'économie française d'être plus compétitive, plus réactive, plus forte. Et moi, quand je parle d'Emmanuel Macron, je ne suis pas face à un idéologue, je suis face à un homme qui agit, le ministre de l'économie. Pour l'idéologue, je peux avoir mes différences. Pierre Moscovici, invité de l'Interview Écho, merci.